je traite ma mère de névropathe. Et oui, vous l'avez reconnu, je vous ai apporté les bonbons, c'est l'immortel Jacques Brel, bien sûr, le grand Jacques. Mais là, on n'a pas apporté des bonbons à Alice Coffin. Vous connaissez Alice Coffin, bien sûr, élue Europe Écologie Les Verts au Conseil de Paris, militante féministe, mais attention, elle l'a dit, elle l'a répété, heureusement, elle n'a jamais été en couple avec un homme, et comme ça l'a protégée du viol, des violences, des tabassages à répétition, parce que chacun sait que quand un homme et une femme sont en couple, l'homme, tous les jours, bat sa femme le matin, la viole l'après-midi, et la déchiquette le soir. Hein. C'est une coutume très répandue dans tous les pays, et qu'Alice Coffin dénonce. Alors, le collectif Les Normaux, c'est amusant, il s'appelle comme ça, elle donnait une allocution, et puis ils sont venus perturber avec quelqu'un qui est venu, un militant en costume, qui a simulé bouquet de fleurs à la main, une déclaration à la militante lui demandant pourquoi elle n'aime pas les hommes. Pas eu de violence, il y a eu des échanges avec la sécurité, pas une once de violence de quoi que ce soit. Il s'est agenouillé devant elle, en lui tendant un bouquet de fleurs, en disant « Chère Alice, pourquoi n'aimez-vous pas les hommes ?» Eh bien, ça a été quoi? Hurlement, agression. Éric Piolle, le maire de Grenoble, a signifié effectivement son total soutien à Alice Coffin, lâchement agressé par l'extrême droite. Jean-Luc Mélenchon, lui aussi. Tous, attention, Alice Coffin a été violemment agressé. On lui a tendu un bouquet de fleurs, vous imaginez? Et c'est allé très loin. C'est drôle, les mêmes, on les a pas entendus beaucoup sur Mila. Oui, vous savez, la jeune Mila qui est obligée de se cacher, de se déguiser parce qu'elle reçoit 1000 menaces de mort par jour, hein, et est protégée. Non, là, on l'entend pas. Non, non. Là, simplement, là, on arrive avec un bouquet de fleurs, hein, on essaye de provoquer un peu. Alors là, c'est le charivari, le ourvari. Voilà, ça se passe comme ça dans cette France à 10 vitesses, à géométrie variable et à 2 poids, 2 mesures. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et aujourd'hui, André Berkoff est en face-à-face, non pas avec Vladimir Poutine, mais presque, avec Romain Bessonnet, qui est conférencier spécialiste de la Russie, secrétaire général du Cercle Aristote, et surtout traducteur et commentateur de ce livre, Poutine par lui-même, la conquête du pouvoir, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors effectivement, Poutine, Vladimir Poutine, la conquête du pouvoir, on ne parle de lui que dans projet la géopolitique, quand il rencontre Biden, quand il rencontre Trump, etc., les discours. Mais avant que Poutine ne devienne le président de la Fédération russe, avant qu'il ne soit au pouvoir, et cela fait 20 ans, comme on sait qu'il est au pouvoir, eh bien, de façon inédite en France, il y a les premières interventions, allocutions, interviews, discours de Poutine, depuis, effectivement, 1991 jusqu'au 26 mars 2000, date à laquelle il a été élu officiellement président de la Fédération russe. Alors, Romain Bessonnet, c'est très intéressant parce que vous retracez, je voudrais que vous retraciez ensemble, 91, c'est effectivement, hein, c'est l'effondrement de l'URSS, c'est la fin de l'URSS, c'est très exactement le 25 décembre, mais le 8 décembre, vous le rappelez dans votre introduction, l'Ukraine, le Kazakhstan, etc., ont déjà fait sécession, donc tout commence avec l'effondrement de l'URSS, mais un effondrement à plusieurs volets. En fait, le premier texte qui est dans ce livre, qui date de l'été 1991, c'est-à-dire l'URSS formellement existe encore, montre que Vladimir Poutine voyait déjà ce qui était en train de se passer et comment ça allait se passer. Il était quoi à l'époque? Il était à l'époque... En 1991, Vladimir Poutine, il est à l'époque, en fait, jeune président du comité des relations économiques extérieures à la mairie de Moscou. D'accord. En clair, il est l'équivalent d'un adjoint au maire chez nous à l'économie. D'accord. Et en fait, c'est un poste très important parce qu'à l'époque, en fait, le système soviétique, plus rien ne marche en fait, et Leningrad encore à l'époque craint comment. Donc il était à Saint-Pétersbourg, pas à Moscou. Voilà, il était à Saint-Pétersbourg en fait. Ce qui va devenir Saint-Pétersbourg quelques mois plus tard. Bien sûr, c'était encore Leningrad. En fait,
Saint-Pétersbourg a des problèmes d'approvisionnement, notamment en produits alimentaires, comme tout le reste de l'Union soviétique, parce que plus rien ne marche. Et donc Vladimir Poutine, c'est l'homme qui est chargé de régler le problème des approvisionnements de la ville de Moscou, notamment en essayant d'avoir des contrats d'importation avec l'étranger de sucre, de farine, de beurre, etc. Donc, et c'est à cette époque-là qu'il donne sa première interview à une télévision locale. D'ailleurs, c'est sur la proposition du maire qui est Anatoly Sobchak, oui, dont il est un peu le protégé et l'ancien étudiant. Et à l'époque, il donne son point de vue politique en général sur la façon dont il voit le pays. Et ce qui est très intéressant, c'est que contrairement à tous les autres cadres issus du Parti communiste, Vladimir Poutine lui-même est encore formellement membre du Parti communiste à l'époque. Il n'était plus du KGB ? Alors, il avait démissionné du KGB un an auparavant. D'accord. Et d'ailleurs, il va reconfirmer un mois plus tard sa démission parce qu'il avait pas reçu l'accusé de réception. D'accord. Et Vladimir Poutine, à cette époque-là, en fait, contrairement à tous ses camarades qui retournent leur veste et disent « mais moi, j'ai jamais été communiste, moi, j'ai jamais cru, le communisme, c'était la pire époque du pays », lui, il dit « c'est notre histoire ». On doit la traiter avec respect, même s'il y a eu des grosses erreurs de fait, et on doit tout assumer, y compris ça. Et ça, c'est très. Il tranche déjà avec les autres. Il tranche déjà avec, les nomenclaturistes de l'époque qui commencent à être plus occidentaux que les occidentaux. D'accord. Voilà. Et puis, deuxièmement, on voit à l'époque les premières balises de ce qui va être le fil conducteur de sa vie politique, notamment la nécessité qu'il y ait une classe moyenne forte et nombreuse pour que l'État soit stable. Et le fait aussi que la rupture de l'Union soviétique qui commence à poindre à l'époque est complètement artificielle. C'est-à-dire que pour lui, c'est-à-dire qu'entre l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie, il n'y a jamais eu de frontière de mémoire de personnes vivantes à l'époque. Ça a été l'Empire russe puis l'Union soviétique, il n'y a jamais eu de vraies frontières. Et en fait, ce que Vladimir Poutine dit, c'est tout ça, c'est dans l'inventaire qu'on a à faire du communisme, c'est le plus grand crime du communisme. C'est-à-dire d'avoir tout rassemblé, d'avoir créé des républiques artificiellement en Ukraine, en Biélorussie, au Kazakhstan, et d'avoir supprimé les relations de marché, comme il le dit lui-même. C'est un homme qui croit au marché, Vladimir Poutine, finalement. Il croit en son caractère unificateur. Et à la place du marché, on a mis des barbelés. Et puis quand les barbelés sont tombés, eh bien, on a perdu une partie de notre pays. Et pour lui, la Biélorussie, l'Ukraine, le Kazakhstan, il considère que c'est une partie de lui-même. D'accord, oui, carrément. D'où les histoires avec l'Ukraine après, la Crimée. D'où le fait que l'Ukraine, par exemple, soit un sujet de tension. D'où le fait que quand il y a des problèmes en Biélorussie, eh bien, il n'hésite pas à réaffirmer la protection de la Russie, parce que pour lui, il ne considérera jamais ça comme des pays étrangers. D'accord, je comprends. Et c'est très. Alors, et vous rappelez effectivement, 4,26, 4,28, la chute du produit intérieur brut, la pauvreté, la prostitution, la faim, la famine presque, les suicides, le sida. Il y a eu une période extrêmement sombre, c'est vrai, pendant ces 10 années, 15 années. Alors, ça a été une période d'autant plus sombre que, en fait, pour les Russes, c'est une vraie déception parce que ils ont cru dans les promesses des Occidentaux, c'est-à-dire que. Oui. Ils ont cru que l'Occident leur donnerait une main fraternelle et serait bienveillant avec eux, alors que ce qui s'est passé, c'est plutôt le contraire. C'est-à-dire que, par exemple, alors que nous avons annulé la quasi-totalité de la dette extérieure de pays comme la Pologne, on a annulé 0 de la dette russe donc à cette époque-là. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de récriminations et donc les Russes sont très déçus. Et en plus de cette déception-là, il y a le fait que les Russes pensent que dans cette catastrophe-là, non seulement on les a pas aidés, mais en plus on leur a mis la tête sous l'eau. La tête sous l'eau, oui. Et qu'on les a humiliés, notamment sur la question des bombardements en Yougoslavie en 99, qui ont été reçus, vraiment vécus de façon très très violente par tous les Russes. Alors, que fait Poutine pendant ce temps-là? D'abord, juste un mot, je revenais à l'époque de ses premiers discours, de ce que vous avez écrit, il est en dehors de Leningrad, il est inconnu.
Ah, il est complètement inconnu Totalement en inconnu, dehors ouais. de Leningrad. Je veux dire, peut-être connu par la direction du personnel de l'ex-KGB, et puis c'est tout. Oui, Hein. d'accord. Donc, quelle est sa position pendant ces 10 années terribles ou 15 années terribles? Et ben, pendant ces 10 années, déjà, il va être adjoint au maire à Saint-Pétersbourg jusqu'en 96. Oui. Où il va être vraiment le bras droit d'Anatoly Sobchak, l'homme qui fait tourner la machine, en fait. C'est la principale qualité de Vladimir Poutine dans ces années-là, d'ailleurs, c'est que c'est un organisateur hors pair, il sait faire tourner une machine administrative, il sait nommer les bonnes personnes à la bonne place, et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 96, quand Anatoly Sobchak n'est pas réélu à la tête de la ville de Saint-Pétersbourg, il est appelé à Moscou par l'équivalent du secrétaire général de la présidence, où on le prend pour devenir le numéro 2 de la direction administrative de ce qu'on appelle l'administration présidentielle en Russie. Et là, pareil, il va réformer, faire tourner les rouages de la machine administrative, ce qu'il sait le mieux faire. Et en 1998, il devient directeur du FSB, qui est le service de renseignement intérieur issu du KGB. C'est qui coiffe toute la sécurité de la Russie. En quelque sorte. Il coiffe pas toute la sécurité. Enfin, c'est le service qui s'occupe du renseignement intérieur. Vous avez 3 services en fait qui sont issus du KGB, et celui-là, c'est le renseignement intérieur. Et c'est lui qui le coiffe. On en reparle juste après ceci. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et la conversation continue entre André Berkov et le traducteur et le commentateur du livre de Poutine. Poutine par lui-même, La conquête du pouvoir, aux éditions Jean-Cyril Godefroy. Alors justement, on en parle, alors conquête du pouvoir, donc on a parlé du Poutine de Saint-Pétersbourg, beaucoup de choses à dire, où il était effectivement l'organisateur à Saint-Pétersbourg, et puis il est nommé effectivement à la direction de renseignement à Moscou. Il arrive à Moscou en 96, et en 96, c'est l'oligarchie, c'est la désindustrialisation massive en URSS, l'endettement, la banqueroute, on peut dire, les banques, tout ça, c'est l'armée qui est en capilotade, on l'a bien vu au moment de la première guerre tchétchène, vous en parlez, etc. Et on voit bien un problème de l'État, il y a tout ça est en train, c'est comme une termitière, ce n'est pas seulement l'Union soviétique qui s'est effondrée, mais le cœur même de l'État. Évidemment, tout est à reconstruire. Alors, que fait Poutine à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il dit? Alors, tout d'abord, il arrive donc à la direction du FSB, à la direction du renseignement, et j'ai mis dans le livre, on a un texte inédit en français, ce sont ces 2 interventions au Parlement russe, un à l'équivalent de l'Assemblée nationale et un à l'équivalent du Sénat, où il fait un portrait en fait de la criminalité économique en Russie. Ouais. C'est là, par exemple, que moi j'ai appris que 40% du PIB russe, c'est Vladimir Poutine qui le dit officiellement dans une intervention devant le Parlement, 40% du PIB russe, en fait, est lié à la criminalité. 40%. Ouais. 40% du PIB. Je ne sais pas si vous imaginez un peu. Pas mal, ouais. Ça veut dire que presque une entreprise sur 2 travaille pour la mafia, en fait, à l'époque en Russie. Et il dit aussi que les élites locales sont gangrénées par des liens avec la mafia à quelque degré que ce soit. Donc, et il le dit au Sénat, ça. Il le dit au Sénat, il le dit devant les gouverneurs, ce qui est un peu gonflé, mais ce qui est un peu gonflé. Et donc, Vladimir Poutine va sur cette image en fait de personne qui dit la vérité et qui est irréprochable du point de vue de sa morale, etc. Il va acquérir encore un peu plus de galons d'ailleurs en 99 en devenant le secrétaire du Conseil de sécurité. Et ça, il est l'homme qui est à la tête de la structure de coordination qui coordonne tous les services de sécurité et de défense en Russie. Donc un pouvoir extrêmement important. Là, c'est le monsieur sécurité de Boris Eltsine, si on peut dire. Hein, d'accord, en 99, ça. Voilà, et ça c'est en 1999. Et quand vient les bombardements Yougoslavie, par exemple, c'est lui qui donne une entrevue très importante à la télévision russe, où il donne une ligne qui n'est pas la ligne qu'on entendait jusqu'à maintenant dans les élites du pouvoir yeltsinien. À savoir qu'est-ce qu'il dit? À savoir que lui dit il faut aller vers un monde multipolaire, que la Russie doit être respectée,
et que finalement, c'est pas aux Occidentaux de dicter les règles. D'accord. Et ça, c'est un discours nouveau dans les allées du pouvoir en Russie, même si à l'époque, il y a un Premier ministre qui vient d'arriver, qui est Yevgeny Primakov, qui tient aussi un discours qui ressemble à cela, mais dans l'entourage présidentiel, c'est la première fois qu'on entend ça. D'accord. Donc ça va être très important pour pour son positionnement politique, dirons-nous. Autre chose, juste, je me permets, le retour de l'Église orthodoxe russe, le retour d'un des piliers, évidemment, du temps du tsar. Et comment Poutine opère, parce qu'il est, je crois, il n'est pas étranger à cela, c'est le moins que l'on puisse dire, de remettre l'Église au centre du village russe. Alors, il faut dire que... Alors que 70 ans d'athéisme marxiste. Ouais. Premièrement, en 1999, en 1996, il y a des enquêtes d'opinion qui disent que, et ça va être vrai jusqu'au milieu des années 2000, la principale institution qui a la confiance des Russes, c'est l'Église orthodoxe. D'accord. Et très loin derrière, vous avez le Parlement, et le président à l'époque étant dernier. C'est très Boris loin derrière. Eltsine. D'accord. Donc là, on a quelque chose qui est encore un pilier puissant de la société russe. Et puis, Vladimir Poutine va poser des actes en direction justement de l'importance de la religion. Notamment, lui dit-il, parce que la société a besoin de repères moraux. Il le dit dans un discours donc, de janvier 2000, au moment donc, de la nativité orthodoxe, du Noël orthodoxe. Du Noël orthodoxe, oui. Où il fait un grand discours, d'ailleurs assez court, où il rappelle que l'orthodoxie est au fondement de la société russe, et c'est au fondement de la spiritualité, et que la société a besoin de gens qui croient à l'enfer. Ah oui, carrément. Oui, il le dit, mais entre les lignes, mais de gens qui croient à l'enfer parce que la société a besoin de repères moraux. Et que la répression de la part d'un ancien du KGB. Et en fait, ce qu'il dit, c'est que la répression ne peut pas tout faire et qu'on a besoin d'avoir des principes moraux et que ces principes moraux, ils sont incarnés dans l'Église. D'accord. C'est essentiellement cela qu'il dit. D'autant plus qu'il répète très souvent que dans la guerre qu'il mène en Tchétchénie à l'époque contre les terroristes, il dit que notre guerre n'est pas contre l'islam. Et il donne des signes aussi dans ce sens-là. Il le répète à foison. Donc, il fait de l'orthodoxie, je dirais, du retour de l'orthodoxie dans la société une condition sine qua non, à sa renaissance, un pivot en fait de la renaissance spirituelle qui doit accompagner la renaissance de l'État, mais aussi pour lui ça n'exclut pas non plus de bonnes relations avec l'islam entre guillemets en Russie qui est la deuxième religion du pays. Tout à fait. Et alors, ce qui est intéressant, vous me le disiez hors antenne, Romain Bessé, c'est que, au fond, on est en 2021, donc ça fait 20 ans que, même s'il y a eu des allers-retours avec Medvedev, Poutine est au pouvoir. Vous dites que ce qu'on peut lire dans ce livre, la conquête du pouvoir Poutine par lui-même, vous dites que tout ça, il n'y a pas eu aujourd'hui, je sais que vous êtes en train de traduire les suites des mandats, il n'y a pas eu de revirement, il n'y a pas eu de changement profond. C'est-à-dire, tout est cohérent avec ce qu'il disait à ce moment-là. Il n'y a pas de changements fondamentaux, c'est clair. Enfin, dès cette époque-là, Poutine dit que lui, il croit en l'économie de marché, c'est toujours le cas. Il croit que l'État doit être présent dans l'économie pour être le régulateur et l'arbitre, ce qui est toujours sa pensée. Il croit que la nation est fondamentale, que la souveraineté nationale est fondamentale, et que dans les instruments de souveraineté, l'armée est essentielle. Et il le dit dès cette époque-là. Et tout ça, aujourd'hui, il le re-signe. Vous pouvez prendre n'importe quelle de ses déclarations, c'est encore aujourd'hui le cas. Et d'ailleurs, pour Vladimir Poutine, la souveraineté, c'est pas seulement que des paroles. C'est aussi des actes. C'est-à-dire que Vladimir Poutine, l'un des premiers actes, je pense, de reconquête de la souveraineté russe, ça a été une visite qu'il fait au mois d'août 1999 au Daghestan, dans le district de Botlir. Donc dans les régions montagneuses où il y a eu une invasion par un groupe de 200 terroristes tchétchènes
quelques semaines auparavant. Et Vladimir Poutine décide, contre l'avis de sa sécurité, d'aller se déplacer à cet endroit-là. Il faut savoir que le terrain d'hélicoptère où il va se poser a été attaqué moins d'une semaine auparavant par les terroristes qui ont abattu 2 hélicoptères de l'armée russe. Oui, donc il y va là où, au point sensible. Voilà, il va au point sensible et surtout à un point où les habitants eux-mêmes ont défendu leur village contre les assauts des terroristes avec des fusils de chasse, avec, voilà, il n'y avait que 2-3 policiers, c'est tout. Parce que les forces russes en fait attendaient l'attaque à un autre endroit, et il vient non seulement récompenser les habitants pour leur loyauté envers le pays, mais aussi pour dire à l'armée, maintenant on ne recule plus. Il y a aujourd'hui c'est assez, on va maintenant on va contre-attaquer, on va non seulement arrêter le déclin, mais on va contre-attaquer et reprendre le terrain perdu. Et voilà, ça s'appelle Poutine par lui-même, et il a rattrapé le terrain perdu, on peut le dire, en 20 ans, en tout cas, quel que soit ce qu'on peut penser. Poutine par lui-même, un livre très passionnant par tous ceux qui s'intéressent à la Russie et à son chef. C'est Jean-Cyril Godefroy. Et c'était aux éditions Jean-Cyril Godefroy, exactement.